Et on ouvre le débat de Sénat 360 consacré aux 30 ans du Bac Pro. Quel bilan, quelle perspective? On en parle avec nos invités aujourd'hui. J'accueille Dominique Gillot. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste du Val d'Oise. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Christian Lage. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat national de l'enseignement technique Action Autonome. Merci d'être avec nous. J'accueille également Maryse Esterle. Vous êtes enseignante-chercheur honoraire de l'Université d'Artois et sociologue spécialiste des questions d'éducation et du décrochage scolaire. Merci à tous les trois. Dominique Gillot, on le voit, le Bac Pro à 30 ans. Est-ce que vous diriez que son bilan est plutôt positif ou est-ce que, il faut encore améliorer les choses? Les deux, je pense que le bilan est plutôt positif. Les objectifs qui étaient fixés au moment de la création du Bac Pro il y a 30 ans, c'était répondre aux attentes de l'industrie qui avait besoin de diplômés mieux formés, de main-d'œuvre plus qualifiée. Mais aussi aujourd'hui, il y a besoin de continuer de l'améliorer compte tenu de l'ambition d'élévation du niveau de compétences que doit nourrir notre pays, de nourrir la France, et puis aussi pour répondre aux attentes des familles et des étudiants, des lycéens de Bac Pro qui de plus en plus souhaitent pouvoir poursuivre des études plus approfondies ou revenir dans un parcours plus généraliste. Donc là, il y a des efforts à faire au niveau de l'enseignement supérieur pour justement mieux considérer ces bacs professionnels. Ouais. Christian Lage, mieux considérer ces bacs professionnels, c'est effectivement tout le problème aujourd'hui. Malgré un bilan, on l'a dit, positif, il y a encore ce problème d'image. D'ailleurs, le gouvernement veut y remédier. Oui, c'est surtout un problème d'image, mais je crois que c'est aussi le problème des stéréotypes de notre société. Parce que ça renvoie effectivement aujourd'hui aux trois voies d'égale dignité, la voie générale, technologique et professionnelle. Donc les 30 ans du Bac Pro, pour nous, c'est l'occasion de réaffirmer que l'enseignement professionnel est une voie de la réussite à part entière, et notamment par rapport à ce que nous appelons pour les jeunes. Vous savez, autrefois, on parlait d'émancipation des jeunes. Donc, c'est-à-dire véritablement qu'ils puissent apprendre à apprendre et que toute leur carrière puisse se considérer justement par cette logique. Par contre, si vous parlez des 30 ans du Bac Pro, vous savez, en tant que représentant des personnels, on a toujours quelques petites insatisfactions parce que quand ce Bac Pro a été créé, on a supprimé 350 000 places de CAP. Donc, vous savez, on a un ministère de l'Éducation nationale qui fonctionne à moyens constants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, justement, il nous manque cette marque. Et c'est pour ça que nous battons pour qu'aujourd'hui, l'enseignement professionnel soit identifié à un parcours ascendant qui va du CAP au Bac Pro au BTS. Maryse Esterle, on vient de le voir, il y a toujours ces difficultés à la fois de reconnaissance de la filière qui se voudrait être une filière d'excellence. Alors quel regard portez-vous sur ce bac professionnel ? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a toujours quand même une sorte de hiérarchie implicite ou même pas implicite, je dirais pratiquement explicite dans l'ensemble du système scolaire par rapport aux voies professionnelles où la plupart des orientations sont des orientations par défaut. D'ailleurs, quand on dit qu'on oriente un jeune, en général, il ne va pas en voie générale ou même pas en voie technologique, il va en voie professionnelle. Parce qu'on lui dit ou on lui signifie qu'il n'est pas capable d'aller en voie générale. C'est-à-dire qu'on a vraiment les filières nobles et puis les autres, les moins nobles, dirons-nous. Donc, beaucoup de jeunes entrent dans ces filières professionnelles déjà avec un passif et une histoire scolaire difficile. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très fort dans le système scolaire français qu'il faudrait travailler et que les enseignants de lycée professionnel connaissent bien, puisque quand les élèves arrivent en lycée professionnel, il y a un premier travail à faire avec eux, c'est-à-dire leur faire comprendre... On le voit effectivement dans le reportage de Pauline Dame, où les élèves décrochent d'ailleurs la première année, pour certains. Tout à fait, parce qu'ils arrivent là en ayant déjà le sentiment qu'ils ne sont pas bons, voire qu'ils sont très mauvais. Alors c'est un départ évidemment difficile, donc il y a tout un travail à faire de réassurance par rapport à ça, et aussi il y a un travail autour de l'orientation, et probablement, alors on souffre aussi dans le système scolaire français de cloisonnement entre le premier degré, le second degré, entre le collège, le lycée, et les orientations sont faites aussi peut-être par des personnes qui n'ont pas forcément la formation nécessaire et les informations nécessaires. Peut-être la réponse de Dominique Gillot sur ce point. Comment peut-on faire pour que les bacs pro ne soient plus choisis par défaut, c'est ce que vient d'exprimer Maryse Esterle, et qu'il y ait peut-être aussi plus de valorisation, des passerelles entre les classes pour qu'on rende cette filière attractive. Surtout, je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure attention à l'orientation des lycéens. Et dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, dans la Stranes,
BTS auquel j'ai participé, on indique bien que cette orientation, c'est pas simplement à la fin de la troisième, c'est bien avant déjà qu'il faut commencer à préparer l'élève, à le sensibiliser, à lui faire découvrir les différentes filières dans lesquelles il pourra épanouir ses talents, trouver l'estime de lui-même. Donc l'idée de bac moins 3, bac plus 3, c'est quelque chose qui doit absolument passer dans les mœurs, dans les pratiques pédagogiques. Et je crois que l'ensemble de la communauté éducative aurait beaucoup à apprendre des professionnels, des professeurs de lycées professionnels qui justement sont confrontés à ce challenge de donner aux élèves l'envie d'apprendre, la curiosité, l'estime d'eux-mêmes pour réussir dans un parcours qu'ils n'ont pas forcément choisi. Or, aujourd'hui, quand même, on constate qu'il y a de plus en plus de choix. Hein. On n'est pas que dans l'orientation négative, on est aussi dans un choix. Des familles, aujourd'hui, constatent qu'il y a des possibilités de réussite dans l'enseignement professionnel. Et puis, il y a des professeurs qui s'arrachent un peu, comme on dit, pour faire la promotion de leur filière, parce que ça dépend aussi leur situation professionnelle. Parce que quand on voit qu'il y a des filières qui se Justement, raréfient, voilà. Alors c'est compliqué ce choix, peut-être, Christian, sur ce point, parce qu'on a vu, il y a des filières qui sont très attractives. On a entendu coiffeur, boulangerie, et puis d'autres où finalement on ne se bouscule pas vraiment. Plombier. On est dans le paradoxe. C'est ce que montrait votre reportage. Vous aviez choisi une section structure métallique. Il faut savoir que la section structure métallique est une structure très forte, porteuse d'emploi. Or, au niveau de l'orientation, elle est très peu choisie parce que cette section n'est pas connue, où l'on croit qu'on tape encore sur les tuyaux. Or, aujourd'hui, il faut savoir que toute formation commence par une conception, l'ordinateur, le numérique. On est complètement là-dedans, l'enseignement professionnel. Vous savez qu'il peut y avoir plus d'ordinateurs dans un lycée professionnel que dans l'ensemble des collèges d'un département. Absolument. Donc c'est pour vous montrer qu'on est là. Le deuxième élément du paradoxe, c'est que on a une institution qui aujourd'hui encore, le ministère de l'Éducation nationale, demande une surorientation en lycée général ou technologique. Qu'est-ce que vous appelez une surorientation? C'est-à-dire que, si vous voulez, on va prendre des chiffres par rapport à un train. Normalement, c'est 30% des jeunes qui vont vers la voie pro. Et à partir de là, dans certaines académies, les recteurs vont demander d'orienter davantage en seconde générale ou technologique, quitte à déverser les jeunes ensuite, au niveau de la première, vers l'enseignement pro. Sauf que on a raté le démarrage, on a raté une année, et c'est pour ça que, si vous voulez, nous avons accueilli, avec un certain élément favorisant, la mesure que va prendre Madame la Ministre par les 3 jours d'insertion, c'est-à-dire la découverte du lycée pro, ce qui se faisait beaucoup, dans beaucoup d'établissements. Je crois qu'il faut expliquer aussi aux jeunes que l'orientation, c'est quelque chose qui se prépare, qui se comprend. Maryse Esterle, au moment où le gouvernement aussi, on le voit, veut favoriser les filières d'apprentissage, est-ce qu'il n'y a pas trop, justement, de possibilités de différentes filières en France? Trop de possibilités de filières? Oui. Une multiplication des filières, et finalement on a un peu de mal à se reconnaître entre toutes les orientations possibles pour les élèves. Alors là, le paradoxe, c'est que les outils existent. On a dans le système scolaire les conseillers d'orientation psychologues, les CIO, les centres d'information d'orientation qui sont là, qui peuvent faire un travail qui, quelquefois, du point de vue des enquêtes que j'ai pu faire, n'est pas assez valorisé dans les collèges, il me semble, n'est pas assez mis en lien avec le travail des enseignants, et qui sont à même justement de parler aux élèves de la complexité des filières auxquelles ils peuvent s'adresser. Et donc je ne pense pas qu'il y ait trop de filières. Simplement, c'est une question de choix de filières et d'orientation. Puis il y a aussi un élément, c'est qu'on a moins de redoublement au collège, ce qui fait qu'on a des élèves qui arrivent plus jeunes en lycée professionnel. Et on a des élèves qui arrivent à 14 ou 15 ans en lycée professionnel. Et ils sont très très jeunes. Et à 14 ou 15 ans, c'est vraiment très difficile de choisir un métier, de choisir une formation professionnelle. Et on remarque que plus les élèves sont en difficulté, plus ils doivent choisir jeunes une formation. Alors qu'un élève qui n'est pas en difficulté, il peut attendre jusqu'au baccalauréat, voire plusieurs années après, pour choisir un métier. Donc plus on est jeune, plus on est en difficulté, plus il faut choisir une voie professionnelle que quelquefois on ne connaît pas, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes aussi, on a des déterminismes sociaux qui sont présents, des jeunes de conditions modestes, plus nombreux dans les filières professionnelles, et quelquefois ces jeunes-là n'ont pas autour d'eux d'exemples de formation qualifiante chez leurs parents, leurs proches, etc. Ils ont autour d'eux des personnes qui sont dans la précarité, dans la difficulté. Donc c'est d'autant plus difficile pour eux de choisir une voie professionnelle. D'où des premiers vœux
ou même des deuxièmes vœux qui sont assez aléatoires parce qu'ils sont un peu abstraits. Du coup, le jeune arrive en lycée, moi je l'ai vu dans les enquêtes, où il arrive en lycée tout content parce que j'ai choisi telle ou telle formation, mais quand il tombe sur la formation véritable qu'on lui propose, il s'aperçoit que ça lui plaît pas du tout, que ça ne va pas, et puis qu'il va retrouver la forme scolaire des cours, etc., et que ça ne lui va pas non plus. Dominique Gillot, peut-être, qu'est-ce qui se passe aussi après... D'où l'intérêt des passerelles, c'est-à-dire que l'orientation professionnelle, l'enseignement professionnel, c'est pas simplement choisir un métier, c'est choisir une filière. Et il faut que le lycéen, l'étudiant soit aussi en capacité de changer d'orientation en fonction de ce qu'il va découvrir, en fonction de la mobilité. La formation professionnelle, c'est aussi préparer le futur adulte à changer de métier dans sa vie professionnelle. Donc le préparer à un apprentissage permanent. La formation professionnelle continue, c'est aussi au lycée que ça se prépare, c'est aussi dans cette formation. Du coup, je pense que l'attention qui est portée aujourd'hui sur la définition des passerelles, mais les passerelles dans les deux sens, ça ne doit pas être simplement la passerelle, on écume vers quelque chose de négatif, mais au contraire, pouvoir repartir vers des formations plus qualifiantes et éventuellement avoir un diplôme supérieur au bac professionnel qui soit un intermédiaire et qui permette de restaurer. Et c'est un échelon qui n'existe pas encore en France. Qu'est-ce qui se passe justement pour ces bacheliers professionnels? Qu'est-ce qui se passe pour eux une fois qu'ils ont terminé leur cursus? Il faut savoir, si vous voulez, que ce diplôme a été spécifique à sa création puisqu'il prévoyait normalement l'insertion professionnelle. Immédiate. Aujourd'hui, les diplômes de notre voie ont une double finalité. CAP, Bac Pro, BTS ont une finalité d'insertion professionnelle, mais aussi ils ont une possibilité de poursuite d'études. Voilà. C'est ce que l'on évoquait, ce sont ce qu'on appelle... Est-ce qu'elle est réelle, cette finalité? Est-ce qu'ils trouvent bien, est-ce qu'ils sont un emploi plus rapidement? Vous savez qu'on a un taux d'insertion professionnelle en CAP, Bac Pro, qu'on nous envie véritablement, quel que soit leur mode de fonctionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on oublie, c'est de faire tomber un stéréotype. Ce stéréotype, c'est l'école ne connaît pas l'entreprise. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en bac professionnel, nous travaillons avec l'entreprise puisque le bac pro, dès son origine, a prévu ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire le fait que les élèves vont en milieu professionnel. 30% du temps, un peu plus de 30% à l'origine, pratiquement 50% aujourd'hui. 22 semaines sur 3 ans. C'est énorme. Donc ça veut donc dire qu'il y a une formation. La deuxième chose que l'on ne sait pas, c'est que les référentiels, les programmes en enseignement professionnel sont créés par une commission où il y a les professionnels. Donc les professionnels ne peuvent pas dire les élèves qui sortent ne sont pas formés puisque c'est eux-mêmes qui ont formé les diplômes, c'est-à-dire les desiderata des contenus. Et je rebondis sur ce que disait la sénatrice Dominique Gillot. Est-ce qu'il faut peut-être créer un nouvel échelon, un nouveau diplôme à l'issue de ce bac pro avant l'immersion professionnelle? Vous savez que c'est très difficile de créer un titre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, la problématique du BTS, vous le savez, est mal positionnée puisque dans le cadre de la LMD, licence, master, doctorat, le titre en 2 ans n'est plus reconnu. Il faut derrière qu'on ait une synergie pour créer des licences professionnelles. Et nous sommes tout à fait demandeurs de ce parcours ascendant pour nos jeunes, avec véritablement... Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui, quand ils arrivent, sont en grande difficulté. C'est pour ça que nous on demande à ce qu'il y ait des CAP. Ensuite, cette passerelle doit être une passerelle ascendante pour 30 à 40% vers eux, pour qu'ils raccrochent le baccalauréat, et qu'ensuite, dans le cadre de la passerelle encore ascendante, on puisse aller vers le BTS. Mais que des jeunes puissent véritablement avoir une chance de se former. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est aujourd'hui, un salarié ne fait plus sa carrière dans la même entreprise. Un salarié doit se reformer tous les 10 ans en moyenne. Donc, si on veut mettre en application la formation tout au long de la vie, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas des bases. Maryse Esterle, finalement, sur ces jeunes qui s'engagent dans cette filière professionnelle, et ils ont très peu de chances de réintégrer une autre filière derrière? Alors, moi, ce que j'avais remarqué parce que j'ai travaillé donc sur le décrochage scolaire en filière professionnelle, c'est 2 aspects. D'abord, le fait que certains jeunes qui étaient déclarés décrocheurs, en fait, ne l'étaient pas vraiment. Et ils étaient plutôt ambivalents, c'est-à-dire qu'ils voulaient continuer leurs études, mais ils n'avaient pas littéralement le mode d'emploi, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il manquait vraiment cruellement de méthode de travail. Ils ne savaient pas prendre des notes, ils ne savaient pas apprendre des choses. Ils pensaient qu'ils allaient être débarrassés de cette forme scolaire dont je parlais tout à l'heure, et en fait, non, elle est là parce que le niveau des bacs professionnels, le niveau des formations professionnelles est vraiment quelquefois tout à fait élevé. Donc, ils se trouvaient complètement démunis par rapport à la manière de s'y prendre. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est que j'avais remarqué aussi que près de la moitié des élèves dans les lycées professionnels sont majeurs. Ils ont plus de 18 ans, donc ils sont citoyens. Or, beaucoup se plaignaient
ou se plaignent du traitement dont ils sont l'objet. En gros, ils disent on est infantilisé. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien aller en entreprise souvent et que les stages en entreprise leur plaisent. Parce qu'en entreprise, ils ne sont pas qu'avec leur père, ils sont avec des gens de tous âges, bon, etc. Et ils sont traités, ma foi, comme des stagiaires, mais la plupart du temps, ils sont contents de ce qu'ils peuvent y vivre. Et quand ils retournent au lycée professionnel, souvent ils me disent bon, ben, on nous traite un peu comme des gamins, quoi, avec le carnet de correspondance, avec les exclusions, etc., l'école. Enfin bon. Et ça, c'est quelque chose qui leur déplaît. Et je pense que ça n'est pas que propre au bac pro, ça, aux filières professionnelles, mais c'est propre à l'ensemble du second degré, je dirais, où j'ai souvent remarqué qu'on avait tendance à traiter les élèves de terminale. Non, c'est pas propre au bac pro, mais qu'on avait tendance à traiter les élèves de terminale un peu comme les élèves de 6e. Et là, évidemment, ça pose des problèmes. Dernière question pour vous, pardon, Dominique Gillot, parce qu'on arrive aussi au terme de ce débat. À l'heure où le gouvernement pourrait confier la formation professionnelle des chômeurs aux régions, quel doit être le rôle justement des conseils régionaux dans la formation des bacs pro? Est-ce qu'on sait qu'il y a une polémique sur ce sujet notamment? En fin d'émission, c'est quand même une question particulièrement... Oui. Moi, je suis pour un cadre national, cadre national des diplômes, cadre national des formations. Ensuite, les partenariats avec l'entreprise, avec les régions, avec... bon, pourquoi pas, mais dans un cadre national pour permettre justement cette mobilité à la fois ascendante, comme vous le disiez, géographique aussi, qui permettent aux diplômés, aux futurs diplômés de s'y retrouver dans leur parcours professionnel. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la maturité des jeunes, compte tenu de leur revendication d'une certaine autonomie, compte tenu aussi de l'obligation des professeurs de revoir leur pédagogie, on est à une deuxième étape. Il va falloir vraiment inscrire cette nouvelle étape dans la reconnaissance des besoins, des aspirations des lycéens, et puis aussi permettre à notre pays d'avoir les formations professionnelles. Merci Dominique Gillot. On vous réinvitera pour poursuivre ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci. Tout de suite, je vous propose une émission spéciale avec Perrine Tarnot au Salon de l'Agriculture pour un débat consacré aujourd'hui aux crises sanitaires. Bonne fin de journée à tous et à demain, 16h30.